Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes 18, ça monte. On ne peut pas dire bonjour à tout le monde, mais en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Hier, on a eu une formation sur l'intégration d'un plan climat dans son fonds de dotation ou sa fondation qui s'est formidablement bien passé. Les participants emballés. On ne peut que vous recommander un jour de vous inscrire à ce type de journée. Très convivial. Béatrice, il est 8h31. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue à ce 21e Réveil Climat. Donc, vous l'avez vu en vous inscrivant, c'est un sujet très important. Comment œuvrer pour une transition écologique juste, et dans transition, on entend aussi sociale, bien entendu. Donc, nous avons une session avec des intervenants vraiment formidables et intéressants. Et on va vous demander à tous les participants, si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement vidéo que nous laissons en ligne après la session Réveil Climat, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous fermez votre caméra. Et sinon, eh bien, laissez-la ouverte, c'est parfait. Et on demande bien sûr aux intervenants, au contraire, de rester visibles pour qu'à l'écran, il n'y ait pas qu'une seule personne. Et donc, merci à tous. On est dans un contexte climat, j'allais presque dire chaud. Bien, tout le monde a froid, mais ça vient, ça se réchauffe. Mais surtout, avec les annonces de notre gouvernement, ça bouge dans tous les sens. Les réactions, le plan écologique, etc. Les réactions, bien sûr, positives ou critiques, ce qui fait avancer les choses. Et donc, on pourra y travailler tous ensemble et je vous invite à répondre aux diverses consultations sans hésiter. Je vais tout de suite passer la parole à Sandrine Maizano qui anime ce Réveil Climat. Et ensuite, nous aurons Florian Laboulet, du Laboratoire de l'ESS pour nous présenter en fait leur étude sur la transition. Laetitia Berthollet et Clara Schumann qui vous prient de les excuser parce qu'elles n'ont pas pu être présentes, mais elles ont fait un enregistrement vidéo. Donc, elles travaillent toutes les deux pour le département transition écologique et solidaire de la Fondation de France. Et c'est Laetitia qui en est responsable et qui est aussi membre du comité de pilotage de la coalition climat. Ensuite, nous aurons Christophe Vernier, secrétaire général de la Fondation Crédit Coopératif, Clémence Tranqui du fonds de dotation Label Transition et Carole Sarkis qui a fait une mission d'accompagnement pour la Fondation Daniel et Nina Carasso pour voir l'opportunité de travailler sur la transition. Ben Sandrine, je te laisse la parole. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce 21e Réveil Climat que nous arrêterons comme d'habitude vers 9h30 puisque nous allons avoir de jolis témoignages ce matin et nous terminerons par une séquence questions-réponses en fin de Réveil Climat. Alors sans plus attendre, pour parler de la transition juste qui est le sujet de la CFFC de ce matin pour ce Réveil Climat, je vais céder la parole à Florian qui bien entendu va nous parler d'une étude mais surtout nous recontextualiser qu'est-ce que c'est que ce concept de transition juste. Florian, c'est à toi. Merci beaucoup Sandrine, merci Béatrice. Donc, je suis Florian Laboulet, responsable projet et développement au labo de l'ESS, qui est un think tank qui, depuis maintenant 13 ans, travaille sur tous les sujets qui peuvent intéresser l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a lancé l'année dernière, en partenariat avec la Fondation de France, qui interviendra juste après moi, une étude qui s'appelle, comme vous le voyez, Réussir une transition écologique juste, qu'on a menée avec un groupe de travail. Si vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Un groupe de travail qui est présidé par Pascal Brice de la Fédération des acteurs de la solidarité, ainsi qu'un bon nombre de membres. Et conformément à notre méthodologie ascendante, parce que nous, on est basé à Paris, on est une petite équipe parisienne, mais on se déplace beaucoup et on va sur les territoires pour voir ce que font les initiatives de l'économie sociale et solidaire concrètement sur le terrain. Donc là, on n'a pas dérogé à la règle. Donc, vous voyez, on a vu 25 initiatives, soit in situ chez elles,
dans le cœur de leur action, soit par des échanges à distance. Et on a organisé un programme, enfin une rencontre d'échange avec ces structures et notamment des personnes en situation de précarité qui étaient impliquées dans cette étude, dans ces structures, pardon, et donc du coup aussi dans cette étude. Si vous pouvez passer la slide suivante, le point de départ de l'étude, c'est bien sûr qu'on a deux crises, une crise écologique, une crise sociale, mais que ces deux crises, elles sont pas à considérer séparément, mais bien de façon conjointe, parce qu'elles sont liées entre elles. Comme vous le voyez, là, c'est un schéma qui est adapté des travaux de l'économiste Éloi Laurent. On a en fait des inégalités socio-environnementales qui se renforcent mutuellement. Si on prend le point de vue des personnes en situation de précarité avec lesquelles on a pu parler, notamment, on voit, si vous voyez à droite du schéma, qu'on se trouve dans des inégalités de contribution au problème. C'est-à-dire qu'on sait bien que plus le niveau de vie augmente, plus les émissions augmentent, et donc les personnes en situation de précarité contribuent moins aux émissions carbone. Elles contribuent moins aussi à la définition des politiques publiques qui vont être amenées à faire l'adaptation ou l'atténuation de ces enjeux. Là, c'est le carré en bas à droite. Mais si on renverse de l'autre côté sur la gauche du schéma, c'est aussi ces mêmes personnes qui sont le plus touchées par à la fois la crise environnementale et potentiellement, si on n'y prend pas garde, aux politiques d'adaptation et d'atténuation liées à ces crises. Je pense notamment, vous l'avez tout en tête, la crise des gilets jaunes liée à la taxe carbone, ou par exemple les enjeux de zones faible émission, ZFE aujourd'hui, qui posent problème en termes d'équité et d'égalité sur les territoires. Et du coup, face à ce constat et au constat que en fait, ces deux crises elles sont aussi liées par un modèle économique qui à la fois surconsomme et crée des inégalités, nous avons voulu définir ce que serait qu'une transition écologique juste, que vous retrouvez donc la définition à la slide suivante. Voilà, je vous la lis. La transition écologique juste, pour nous, c'est une transformation radicale et démocratique de notre société qui vise à assurer tant la soutenabilité écologique de celle-ci qu'une réponse aux besoins de toutes et l'émancipation de chacun. Je vais juste insister sur deux points. Le côté démocratique, parce que comme toute crise, la crise écologique peut avoir une tendance un petit peu expertocratique ou technocratique. On se dit il y a une urgence, il faut prendre des décisions, donc on peut être tenté de revenir comme après 40 à faire des décisions depuis Paris, très, très centralisées. On parle aujourd'hui beaucoup de planification écologique. Il faut une planification écologique, mais il faut que celle-ci s'inscrive dans des cadres démocratiques de discussion et d'appropriation des enjeux par toutes et tous. Le deuxième mot que je soulignerai, parmi tous ceux qui sont soulignés sur l'écran, c'est celui de l'émancipation. Notre vision était de dire que la transition écologique juste, bien sûr, elle doit permettre à tout le monde et à toutes les personnes de bénéficier d'un suffisant en termes de réponse à leurs besoins, que ce soit des besoins sur l'alimentation, sur le logement, etc., etc. Mais on ne peut pas être simplement dans une vision défensive de la transition écologique. Il faut aussi que cette transition écologique, ce soit un levier, un moyen pour permettre l'émancipation, la libération des personnes des contraintes qui aujourd'hui les oppriment potentiellement, notamment pour les personnes en situation de précarité. Et là, on s'inscrit assez fortement dans la lignée des travaux d'Amartya Sen, pour qui la justice sociale, ce n'est pas simplement une question de répartition des ressources, c'est aussi comment on peut potentiellement transformer concrètement ces ressources en une liberté, un pouvoir d'agir. Et donc, du coup, si on passe à la dernière slide, qu'est-ce que ça donne? Je ne peux bien sûr pas vous résumer tous les résultats de l'étude dans le temps qui m'est imparti, simplement dans ce petit schéma pour vous montrer et vous renvoyer vers l'étude qu'on est allé étudier 7 besoins plus spécifiquement: le besoin de se nourrir, se loger, s'équiper, se cultiver, se divertir, être en bonne santé, travailler, s'engager et se déplacer. Vous voyez avec les petits pictos en haut. Qui nous permettent de dresser un peu un panorama assez global de la façon dont les structures de l'économie sociale et solidaire répondent à ces besoins de façon suffisante. Vous verrez qu'on a aussi vous voyez qu'on a des besoins sur le cultiver, le divertir, sur l'équipement. On n'est pas simplement sur des besoins de survie, hein. On insiste là-dessus. La sobriété, elle pose la question des besoins, mais on n'est pas sur de la privation. Et répondre aux besoins, ce n'est pas simplement répondre à la pyramide de Maslow, pour le dire un peu simplement. Et puis, dans l'étude, on montre aussi que ces initiatives de l'économie sociale et solidaire, de façon plus transversale, elles favorisent l'émancipation individuelle des personnes qu'elles accompagnent, qui font partie de ces initiatives, par une fonction d'accueil. C'est des espaces, souvent c'est des espaces physiques, des lieux où les gens peuvent être accueillis, où la porte est ouverte, où ils peuvent raconter leur histoire, ils peuvent raconter leurs problématiques, ils peuvent raconter leurs envies aussi, quelle que soit leur situation, et à trouver une place dans la société assez ancrée territorialement.
C'est une fonction aussi d'accompagnement. Il y a un accompagnement sur ces personnes, sur le besoin sur lequel elles sont venues chercher, mais aussi potentiellement sur tous les besoins, tous les freins qui, autour de ce besoin, contribuent à une situation de précarité. C'est une fonction aussi de transmission, qui peut être bien sûr verticale, c'est-à-dire des équipes encadrantes, des accompagnants, des techniciens, des experts vers les personnes qui sont accompagnées, qui sont aidées, mais aussi une transmission horizontale, c'est des initiatives qui insistent aussi sur le fait que tout le monde a des compétences, tout le monde a une valeur sociale, a des savoirs qu'ils peuvent se transmettre entre eux. Et ça vient avec le dernier point sur l'autonomie individuelle, la valorisation, c'est-à-dire qu'on a des personnes notamment en situation de précarité. Il n'y a pas que c'est des initiatives souvent bien mixtes, hein. Il n'y a pas que des personnes en situation de précarité, mais on a ciblé aussi ce public parce que c'est celui qui est aujourd'hui un peu exclu de ces questions. C'est des initiatives qui valorisent leur savoir-faire et leur expérience. Et donc, je finirai par mon dernier point, qui est vraiment la toute dernière ligne de ce schéma, qui est de dire, en fait, ces initiatives, elles nous ont intéressés, enfin, on les a théorisées un petit peu en reprenant cette notion de méso qui vient, de niveau méso, qui vient notamment des travaux d'économistes et de sciences de gestion liées à l'économie sociale et solidaire. On a écrit l'étude à un moment où Emmanuel Macron a parlé de fin d'abondance, on était dans le moment sobriété. Le mot sobriété était sur toutes les bouches. Et du coup, il y avait une tension entre une sobriété conçue à l'échelle individuelle, comment moi, en tant qu'individu, je peux sauver le monde, je peux revoir ma façon de vivre pour m'adapter. Et puis ceux qui disent, bah oui, mais l'individu ne peut pas grand-chose. Je vous renvoie notamment vers l'étude du carbone 4 qui chiffre un petit peu ces niveaux. Et qui montre que même un individu super héroïque, il a de la marge de manœuvre et il faut qu'il en ait, mais il ne peut pas tout faire. Et on avait un autre débat sur l'échelle macro, comment l'État, le marché peuvent se réformer, etc., etc. Et nous, on insiste, bien sûr, il faut du micro, bien sûr, il faut du macro, mais il faut aussi du niveau méso, qui est le niveau à la fois du territoire, c'est-à-dire un espace de vie, là où les gens concrètement peuvent ressentir à la fois la crise écologique, mais aussi les effets de leur action, et qui est l'espace de ces initiatives de l'économie sociale et solidaire qui permettent l'émancipation individuelle, mais à travers le cadre collectif, c'est-à-dire permettre de donner des espaces de respiration où les personnes ne sont plus seulement individuellement confrontées à cette tension de comment j'adapte ma consommation, etc., comment je change le monde à moi tout seul, mais des espaces où on a un collectif, où les personnes peuvent reprendre confiance et reprendre prise sur le monde ensemble, mais dans un collectif qui est suffisamment petit, suffisamment convivial au sens d'Ivan Illich, pour que chacun et chacune ait une prise dessus démocratiquement. On est bien sûr des structures de l'économie sociale et solidaire qui, je le rappelle, ont une gouvernance démocratique. Donc voilà, pour nous, c'était important de recentrer ce niveau méso dans ce débat sur la sobriété et sur la transition écologique juste. Et je finis par ça. Merci Florian. Effectivement, c'est très éclairant de mettre en exergue ce niveau mezzo et aussi de recontextualiser ce dont on parle ce matin sur cette transition juste. Et du coup, on va enchaîner avec le témoignage de la Fondation de France. On va donner la parole. Elles ne sont pas avec nous malheureusement ce matin, mais elles ont préparé une petite vidéo en stéréo. Donc, on va écouter attentivement Laetitia Berthollet, donc, qui est responsable, on rappelle, du département Transition écologique et solidaire de la Fondation de France, et qui va être accompagnée de Clara Schumann, qui est responsable de programme et qui, de mémoire aussi, est plus consacrée dans ses travaux sur l'accompagnement des fondations abritées sur l'environnement. Nous allons les écouter attentivement. En fait, aujourd'hui, la Fondation de France a participé à cette étude du laboratoire de l'ESS et travaille beaucoup sur, effectivement, les liens entre la précarité et la transition écologique qui influence aujourd'hui la stratégie et les travaux de la Fondation de France. Sans plus attendre, nous écoutons Laetitia et Clara. Bonjour à tous, Laetitia Berthollet et Clara Schumann de la Fondation de France. Nous sommes désolés, nous aurions voulu être avec vous aujourd'hui, mais nous sommes en déplacement, donc voilà, vous nous avez en vidéo. On va vous dire quelques mots de la manière dont la Fondation de France est arrivée à cette question de la transition juste et la manière dont elle l'aborde et dont elle va l'aborder dans les mois et les années qui viennent. En fait, à la Fondation de France, nous avons un programme environnement depuis très longtemps, depuis les années 70. Et la particularité de ce programme,
parce que c'est un peu dans l'ADN de la Fondation de France de travailler autour de l'humain, c'est d'avoir toujours pris en compte la manière dont l'humain interagissait avec les questions environnementales. Donc on n'a jamais financé de la protection de l'environnement au sens strict du terme, mais toujours travailler sur la manière dont les êtres humains interagissent avec leur environnement. Ça s'est traduit notamment depuis les années 90 par un programme qui a duré très longtemps sur les questions de concertation environnementale. Et donc de la façon dont on pouvait faire dialoguer différentes parties prenantes autour d'une question environnementale pour la résoudre. Et ça s'est traduit également dans nos autres programmes environnementaux de recherche, notamment par un travail autour de la recherche participative et donc de la manière dont la société civile pouvait prendre part aux recherches sur les questions environnementales dans nos programmes sur l'agroécologie et sur le littoral notamment. Et puis la dernière manière dont nous avons envisagé cette question, on va dire autour de l'interaction homme-environnement, c'est le développement d'un programme qui s'appelle E+, qui est un programme qui permet à toutes les structures qui postulent et qui obtiennent un financement à la Fondation de France d'être accompagnées dans la mise en place dans leur projet, donc quel que soit le secteur, que ce soit la santé, l'éducation, etc., d'être accompagnées pour la mise en place de mesures environnementales, de projets environnementaux à l'intérieur du projet de leur structure. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a appréhendé toujours la question de la protection de l'environnement, des questions environnementales. Et finalement, on est arrivé à la transition juste par ce biais-là, entre guillemets, de comment on fait interagir l'humain avec son environnement. Donc dans les années 2015-2016, le programme sur la concertation citoyenne est devenu un programme sur la participation des citoyens dans les projets environnementaux. Et puis en 2021, il a évolué vers un programme sur la question des communs. Et donc là, vraiment, de la manière dont on peut mettre toutes les parties prenantes, que ce soit les collectivités publiques, les entreprises, les citoyens, autour d'une table pour gouverner ensemble une ressource et voir comment cette ressource, avec cette gouvernance collective, peut être gérée de manière plus participative. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, qui nous a amené vers cette question de la transition juste. Donc comment on permet à tous de participer à la transition écologique en étant vraiment partie prenante dans ces questions. Et puis l'autre élément, c'est qu'en 2021, on avait un programme sur l'emploi et l'économie sociale et solidaire qui s'est terminé en 2021 et on a souhaité transformer finalement cette action qu'on avait autour de emploi et ESS, continuer à travailler sur cette question de l'ESS pour voir comment cette question comment les modèles de l'économie sociale et solidaire pouvaient être des solutions pour la transition écologique et aussi voir comment ces modèles d'économie sociale et solidaire pouvaient permettre finalement de ne laisser personne au bord de la route dans cette transition. C'est-à-dire de permettre à toutes les populations, y compris les plus vulnérables, d'avoir à la fois une voix dans la transition écologique et accès aux solutions offertes par cette transition, que ce soit dans le domaine de l'alimentation par exemple, ou d'autres domaines. Et donc, on est arrivé à cette question de la transition, finalement, à travers ces questions de gouvernance et ces questions de travail autour de économie sociale et solidaire et transition écologique. Et donc, je vais laisser Clara vous en dire un peu plus sur cet aspect-là. Oui, exactement. Donc à partir de 2021, l'idée, ça a été vraiment d'explorer ce sujet des liens entre la transition écologique et véritablement les questions plus sociales, les questions d'inégalité et comment on allait vers cette transition écologique avec tout le monde et notamment les personnes les plus vulnérables.
Donc, dans ce cadre, on a fait ce partenariat avec le labo de l'ESS en finançant l'étude que Florian vous a présentée. L'idée a été vraiment de regarder comment comprendre pour agir sur cette question. Donc, vraiment aller donc faire des visites terrain sur qu'est-ce qui pouvait être fait sur la transition écologique juste, chercher des définitions. Donc, non seulement pour voilà, alimenter notre réflexion, mais aussi pour aider les acteurs de terrain, les acteurs de recherche également, à s'emparer du sujet de la transition écologique juste. Et en parallèle de ça, on a aussi commencé depuis 2021 à financer des acteurs de manière structurante, donc avec des montants un peu plus importants et sur plusieurs années, pour encore une fois, qui nous aident à alimenter cette réflexion sur la transition juste et qu'on travaille de manière vraiment partenariale autour de ce nouveau champ de travail pour la Fondation de France. Donc on a par exemple un partenariat avec ATD Quart Monde depuis 2021 qui met vraiment l'écologie au cœur de la lutte contre la grande pauvreté. On a fait un partenariat aussi avec l'expérimentation Territoire à vivre sur l'accès à l'alimentation qui réunit un consortium d'acteurs dont le réseau Cocagne, le réseau VRAC, le Secours catholique, qui permet véritablement l'accès à l'alimentation, mais aussi le renforcement de pouvoir d'agir et du choix d'une alimentation de qualité dans le cadre de la transition agricole et alimentaire. On a aussi un partenariat avec les écoles de la transition écologique qui permet voilà, à des jeunes qui sont dans des situations compliquées de pratiquer finalement la transition écologique autour des métiers manuels de la transition écologique. Et tous ces acteurs-là et tous ces financements nous permettent véritablement d'alimenter une stratégie un peu plus globale, car tout ça s'inscrit effectivement dans la réflexion stratégique de la Fondation de France, une nouvelle réflexion aujourd'hui, où la transition écologique juste devient un axe prioritaire pour la Fondation de France, où l'idée c'est qu'aujourd'hui on va travailler sur la transition juste de manière plus globale, pas seulement sur la question de la justice sociale qui reste vraiment importante, mais aussi, comme l'a dit Laetitia, sur les questions de gouvernance, de participation, mais aussi comment on explore voilà, des nouveaux modes de consommation pour tous, des nouveaux modèles de production pour tous. Donc voilà, ça nous laisse un beau champ d'action à explorer et voilà, l'idée c'est d'affiner cette stratégie d'ici fin d'année 2023. Donc voilà, si vous avez des questions, comme là on n'est pas là en direct, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous on est preneurs, on fait voilà, régulièrement des échanges avec d'autres fondations. Et puis on vous remercie pour votre écoute ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci donc Laetitia et Clara pour cette vidéo. Effectivement, vous êtes en Croatie actuellement pour le fameux forum sur la philanthropie, forum européen avec Philéa. Donc, on entend bien ici qu'effectivement, la transition juste devient un axe prioritaire pour la Fondation de France. Et là, du coup, je me tourne vers Christophe Vernier, donc secrétaire général de la Fondation Crédit Coopératif. Là aussi, je sais qu'il y a du soutien sur le laboratoire de l'ESS au niveau de cette fondation. Et ce qui sera intéressant, ça sera de partager avec nous, Christophe, effectivement, ta vision, tes convictions sur cette notion de transition juste, comment elle impulse au sein de la fondation le programme. Je sais qu'il y a des concepts autour de l'action collective qui sont très importants. Donc, nous t'écoutons attentivement, Christophe. C'est à toi. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez et m'entendez. Je suis sur mon téléphone. C'est parfait. Bon, quelques mots effectivement en lien assez étroit avec ce qui vient d'être dit pour vous expliquer que la Fondation Crédit Coopératif vient d'engager un nouveau quinquennat d'action. Elle existe depuis 40 ans et tous les 5 ans, comme les fondations d'entreprise, on renouvelle le programme. Ce que je vous expose, c'est un petit peu les éléments clés qui ont présidé à l'élaboration de ce nouveau quinquennat qui a démarré cette année, avec les constats déjà bien évoqués précédemment par les interlocuteurs sur les liens qui existent entre les dérèglements écologiques et les fractures sociales, et l'impérieuse nécessité d'aller vers des chemins de rupture, de bifurcation, enfin les vocabulaires sont variables, sur les modèles à la fois économiques, technologiques, culturels et démocratiques, cela également a été dit. Notre conviction, notre profession de foi en quelque sorte pour ces années, c'est de continuer à penser que l'économie sociale et solidaire, avec toute son expérience depuis plus de 130 ans maintenant en matière d'innovation sociale, est plutôt bien placée pour contribuer à ces changements systémiques. Et on souhaite donc œuvrer pour accompagner ces évolutions
pour qu'elle soit à la fois plus forte en plan économique, plus agile en termes d'innovation, également plus influente pour éclairer l'ensemble des autres sphères de la société et renouvelée dans ses forces vives, parce que la dimension humaine, là aussi, est essentielle, avec une approche évidemment systémique. On peut passer à la slide suivante pour vous donner un petit peu notre vision de ce qu'on appelle la transition juste et solidaire, avec une approche un peu théorique sur la colonne de gauche, qui dit finalement, c'est de faire le constat que les inégalités et les vulnérabilités face à la transition sont aggravées aujourd'hui, avec des personnes pour qui ces sujets de transition sont subis. Et on aimerait faire en sorte qu'elles puissent en devenir actrices à leur niveau, avec cette dimension d'émancipation. Donc ça concerne effectivement la question du logement, de l'alimentation, des mobilités, travail, santé, culture, loisirs, etc. En termes de réponse, l'identification de quelques leviers qui sont plutôt des leviers thématiques, opérationnels liés au sujet que je viens d'évoquer. Comment on lutte contre la précarité énergétique, comment on œuvre pour une alimentation saine et durable pour tous, comment on améliore les mobilités douces, y compris pour les personnes en périphérie des grandes métropoles et en ruralité, un sujet tout à fait d'actualité. Les questions d'économie circulaire, la sobriété choisie, bien évidemment. Et puis sur la droite, des leviers plus transversaux, j'allais dire, de méthodes qui nous paraissent importants à activer pour que cette transition écologique soit juste et partagée. Les questions, bien sûr, de participation, la participation citoyenne au sens large, qui interrogent aussi les modèles associatifs pour les encourager à aller faire plus d'inclusivité dans leur gouvernance, dans leur fonctionnement, avec ce fameux principe de participation des personnes concernées, qui a même fait l'objet d'une loi il y a 20 ans, mais dont on voit encore aujourd'hui qu'elle est bien difficile à mettre en œuvre. Les outils, bien évidemment, d'éducation populaire, qui sont assez formidables et qui peuvent être revisités à l'aune de ces impératifs de transition. La question d'exercice des droits culturels qui nous semble assez centrale dans ces sujets-là. On est convaincu qu'il y a une dimension culturelle importante sur la transition écologique, et puis des outils plus classiques de fiscalité, de tarification, etc., qui permettent de rééquilibrer les contributions respectives de toutes les classes de la population. Donc, nos sujets, notre terrain de jeu sur l'économie sociale et solidaire, puisque c'est ça qui nous occupe, ça va être bien sûr des acteurs qui ont directement cette action-là, mais aussi comment tous les acteurs de l'ESS peuvent s'en emparer et être éclairés au-delà de leur cœur de métier par ces enjeux. Il s'agit là donc de transformer leurs pratiques et de les mettre en coopération. On peut aller sur la slide suivante pour vous expliquer un peu plus comment on a travaillé. Alors, on est en début de quinquennat, pour le moment, ça reste encore un petit peu théorique, mais l'orientation générale qu'on a prise, comme je l'indiquais, c'est d'accompagner les transformations de l'ESS, à la fois pour son influence, son poids économique et son influence, et pour une société plus juste en harmonie avec sa planète. Et parmi les champs d'intervention qu'on a identifiés, il y a notamment le renforcement du pouvoir d'agir collectif pour cette transition, avec des méthodes inspirées ou issues de l'éducation populaire qui pourraient être revisitées à cette occasion-là, pour faire en sorte que des personnes plus exposées et plus vulnérables à cette transition deviennent actrices de ces sujets et puissent moins les subir. Dans les critères que l'on va étudier, quelques éléments qui ne sont pas étrangers à la coalition française et qu'on a déjà beaucoup parlé, l'approche systémique, hein, donc comment s'attaquer plus aux racines des sujets qu'à leurs conséquences, jusqu'à la réparation. Agir sur les comportements aussi, les systèmes de valeurs, les représentations, avec une dimension là aussi culturelle et d'éducation. Mettre en coopération pour éviter l'approche en silo, et puis mobiliser le champ de la recherche, des connaissances. Un des critères aussi qu'on a mis en place pour ce nouveau quinquennat, c'est d'accompagner des projets qui combinent à la fois au moins des ODD de dimension sociale et des ODD de dimension environnementale. C'est une bonne façon d'expliquer que tout cela est intimement lié et ne doit pas être dissocié. Avoir des projets qui ont une dimension, une portée nationale, parce qu'on est une petite fondation, donc on veut exercer un effet de levier, et puis l'ouverture à la coopération. En slide suivante, pour illustrer ça, je
vous donner quelques exemples, alors qui sont issus plutôt de ce qu'on a fait au cours des 5 dernières années, mais qui préfiguraient déjà d'une certaine façon ce que l'on va faire dans les 5 ans qui viennent. Pour le moment, depuis le début de l'année, on est plutôt en phase de rencontres et de réflexion pour affiner notre façon de travailler, notre philosophie d'action. Mais quelques exemples qui nous paraissent assez emblématiques de ce qui vient d'être dit également par les autres intervenants. Le projet Karma, qui est dans l'Est francilien sur l'ancienne zone du projet Europa City, vous savez, qui a été abandonné, qui est un projet gigantesque commercial. À l'occasion de cet abandon, un PTCE a été créé, et dans les axes de travail de ce PTCE, l'association Karma travaille sur les questions d'accès à une alimentation saine et durable pour tous, avec une approche assez systémique qui vise à préfigurer ce que pourrait être demain un territoire zéro précarité alimentaire, en s'inspirant des méthodes, bien sûr, du territoire zéro chômeur, et pour créer du consensus et travailler sur toute la chaîne, depuis la production jusqu'à la distribution et au comportement de consommation. Je cite également le territoire zéro chômeur qu'on a accompagné et dont les EBE, les entreprises à but d'emploi, sont très souvent orientées sur des questions environnementales ou écologiques. On peut également citer l'association Carton Plein, qui fait un travail formidable sur le dispositif Première Heure et qui souhaite travailler sur les conditions d'essaimage de ce dispositif. Ils ont d'ailleurs mobilisé une thèse aussi sur le sujet. Et donc là aussi, on est sur des questions à la fois d'insertion et sociale, mais au service de la transition, puisqu'ils utilisent, comme vous l'avez compris, des cartons et le vélo, notamment pour faire un certain nombre de travaux, notamment de déménagement. Les jardins de cocagne que tout le monde connaisse bien, qui sont bien à la croisée de ces sujets depuis fort longtemps. Et puis l'accompagnement de think tanks. On a cité le labo, bien sûr, dont on est partenaire de longue date, mais également la Fonda qui travaille plus spécifiquement sur les questions de coopération et d'engagement, avec une perspective actuelle sur la notion de faire une société de l'engagement. Et je peux citer aussi ce qu'ont fait les centres sociaux parisiens, la Fédération des centres sociaux parisiens, qui a mené un travail assez intéressant sous forme d'ateliers avec des habitants de quartiers qui ont été populaires, qui ont été amenés à réfléchir à ce que serait leur quartier, leurs besoins, les évolutions nécessaires à l'horizon 2050. Donc un travail de prospective qui va donner lieu à un jeu, d'ailleurs, qui sera, je l'espère, largement diffusé, et qui permet de cette question centrale qu'on évoquait tout à l'heure, de donner la parole et de faire participer les citoyens. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai dépassé mon horaire. C'est pas grave, c'est absolument passionnant. Merci pour ce témoignage sur donc la stratégie de la Fondation Crédit Coopératif et notamment sur ces exemples que tu as partagés avec nous. Alors maintenant, je vais me tourner vers Clémence Tranqui, qui est responsable du Fonds de dotation Label Transition. Là, on va dans le monde d'Emmaüs. Et donc, Clémence va partager avec nous pas mal d'initiatives. On va notamment parler de numérique. Voilà, donc Clémence, on est très attentif. C'est parti. Oui, merci Sandrine et Béatrice pour l'organisation de ces temps de partage et merci de nous donner la parole parce qu'on a une plus petite structure que toutes celles qui viennent de témoigner. Je voulais revenir un petit peu sur notre ADN pour bien comprendre pourquoi aussi nous on parle de transition sociale, écologique et aussi numérique maintenant. Nous, la Belle Transition, on est un fonds de dotation qui fait partie du mouvement Emmaüs, donc certainement tout le monde ici connaît le mouvement Emmaüs, mais je voulais revenir un petit peu sur les deux piliers originels du mouvement qui sont quand même, comme le montre ce leitmotiv, une seconde vie pour les objets, puis une deuxième chance pour les personnes. Je pense qu'avant même de le savoir, à sa fondation, il y a plus de 70 ans, le mouvement Emmaüs était sur les sujets environnementaux, écologiques, tout en faisant de la lutte contre l'exclusion, de l'insertion socio-professionnelle. Et donc, toutes les structures qui sont, dont 300 en France et qui font partie du mouvement, sont vraiment guidées par ces deux piliers fondamentaux du mouvement. Donc, c'est le cas de Label Emmaüs. Vous pouvez passer à la slide d'après, qui est en fait une coopérative qui a été fondée en 2016, qui fait aussi partie du mouvement Emmaüs et qui est à l'origine du fonds de dotation. Donc, voilà pourquoi je vais en parler.
puisque Label Emmaüs, nous, on a un site de vente en ligne qui permettent à 175 structures de l'économie sociale et solidaire de diversifier leur activité en vendant leurs produits de seconde main en ligne. Et donc, Label Emmaüs, la coopérative, a un rôle de formation et d'accompagnement des salariés en insertion, des compagnes, des compagnons à ce nouveau métier. Et donc, c'est là, avec Label Emmaüs, que rentre une autre dimension, qui est la transition numérique des personnes et des structures. Et c'est ce que, le rôle de Label Transition, voilà, le fonds de dotation, qui a été créé assez récemment, en 2019, par Label Emmaüs. C'est vraiment son rôle de poursuivre les projets à but non lucratif de la coopérative sur ces différents piliers. Donc, sur la slide d'après, je vous ai remis ici nos différents axes d'action. Nous, on est Label Transition, un fonds de dotation qui est à la fois opérateur et distributeur, donc c'est-à-dire qu'on peut financer des projets de transition numérique, écologique et sociale d'autres structures associatives, mais on peut aussi développer nos propres projets en propre. On a 4 grands axes d'action: l'insertion professionnelle des personnes en situation d'exclusion, la formation, l'acquisition des compétences dans le numérique des personnes, mais aussi la transition numérique des structures à impact social et environnemental. Et enfin, la sensibilisation et la communication sur les alternatives de consommation solidaire et éco-responsable. Donc, je voulais juste là, dans le peu de temps qu'on a, illustrer ça par deux exemples de projets qu'on a menés. Pour commencer, sur la slide d'après, je vais vous parler de la plateforme Tréma. Alors, même si cette plateforme va bientôt être mise en veille pour peut-être aboutir à quelque chose d'encore plus efficace dans les mois et années qui arrivent, je voulais vous en parler parce que ça illustre quand même bien cette idée qu'on a d'associer ces 3 problématiques, transition sociale, écologique et numérique. Puisqu'en fait, Tréma est une plateforme qui permet de donner des objets, donc c'est un petit peu un Vinted solidaire. Donc, chaque particulier peut donner un objet, choisir un projet de transition numérique porté par une association, souvent membre du mouvement Emmaüs, mais pas que. Et ce produit-là est revendu en ligne et l'intégralité de l'argent est reversée à ce projet qui a été choisi au début du parcours. Donc, c'est une plateforme qui permet de pousser les citoyens, les citoyennes vers l'économie circulaire, de remettre aussi le don, qu'on oublie en ce moment pas mal, au centre du sujet, le don en ligne, et en même temps de financer à notre niveau des projets de transition numérique portés par des structures à impact social et environnemental. Donc, en 2 ans, on a collecté un peu plus de 35 000 € sur cette plateforme. Et enfin, je voulais parler d'un autre projet parce que là, du coup, avec Tréma, le fonds de dotation Label Transition était vraiment dans l'accompagnement des structures. Là, je vais vous parler d'un autre projet qu'on mène maintenant, là, en 2023, sur plutôt l'accompagnement des personnes, toujours sur le numérique, mais toujours en lien avec les enjeux environnementaux et sociaux, puisque le fonds de dotation a comme mission d'accompagner les personnes vers la formation au numérique. On a identifié du coup des gros besoins au niveau de la formation sur ces métiers-là, notamment pour les personnes les plus précaires. C'est des personnes qui sont soit en cours de demande de titre de séjour, soit qui sont très, très éloignées de l'emploi, qu'on retrouve aussi beaucoup au sein du mouvement Emmaüs, et qui n'ont pas accès au financement de la formation professionnelle, qui n'ont pas les moyens de pouvoir aussi prendre en charge les coûts annexes à la formation, c'est-à-dire travailler, étudier pendant 6 mois et puis avoir toutes les charges de restauration, de mobilité, de logement à côté. Et donc, Label Transition travaille à l'élaboration d'un fonds solidaire de formation qui permettra de financer ces formations au numérique, les coûts annexes, et d'orienter les personnes vers des organismes de formation qui prennent en compte ces sujets sociaux, environnementaux, que ce soit dans le parcours de formation, dans les sujets travaillés. Et je vous ai juste mis là, pour finir, un bateau au nom de Label Emmaüs, qui est aussi un projet du fonds de dotation dans l'ombre, on va dire, qui est notre participation à la Transat Jacques Vabre en fin du mois d'octobre 2023, qui nous permettra à la fois de sensibiliser à la consommation responsable, à la consommation de seconde main, et en même temps de chercher des partenaires pour ce fonds destiné à des personnes en situation de précarité. Merci Voilà. Clémence, merci beaucoup. Donc sans plus attendre, merci pour ces initiatives, il y a des choses tout à fait originales. Je me tourne vers Carole, donc Carole Sarkis, qui a donc
travaillé, accompagné en tant qu'intervenante externe la Fondation Daniel et Nina Carasso. Là aussi, des éléments à partager avec nous que je ne développe pas plus parce que nous sommes un tout petit peu en retard sur le timing. Donc, Carole, c'est à toi. Oui, merci Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'accompagne effectivement la Fondation Danielina Carasso depuis un peu plus d'un an, avec la question suivante finalement que se posait la Fondation, à savoir comment dans sa stratégie 2024-2028, donc son nouvel exercice stratégique, faire en sorte que l'ensemble de ses activités soient finalement compatibles avec une transition juste et écologique. Donc la question véritablement, c'est de se dire comment est-ce que pour le fonctionnement, les programmes de la Fondation, on peut adopter un prisme de transition juste et écologique. Donc, sur le cadrage en fait, de cette transition, ça a été largement développé par les précédentes interventions. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais on a bien vu qu'il y a des dimensions diverses à faire tenir ensemble, hein, cette dimension écologique, la dimension sociale, donc en particulier en prenant en compte les impacts différenciés des crises climatiques et écologiques sur des groupes sociaux ou sur des territoires particulièrement vulnérables. La dimension démocratique sur laquelle je vais réinsister à nouveau parce que effectivement, la transition juste, c'est véritablement, on l'a dit, un changement radical d'un système vers un autre système finalement, et changer de système pour servir de manière beaucoup plus je dirais, large, l'intérêt général, ça nécessite de prendre en compte le fait que voilà, il y a des personnes avec des intérêts et des acteurs avec des intérêts diversifiés dans ce système, et on a besoin d'une décision démocratique qui implique le plus grand nombre pour pouvoir définir les orientations vers lesquelles on veut aller, pour pouvoir aussi arbitrer parfois quand il y a des synergies qui ne sont pas possibles entre, par exemple, soutenir plutôt l'exigence écologique ou l'exigence sociale. Et donc, cette dimension démocratique, elle invite à se poser la question des nouveaux modèles de gouvernance pour distribuer de manière différente le pouvoir à toutes les échelles. Hein. C'est ce qui a été déjà souligné, par exemple, avec les communs, avec le pouvoir d'agir, l'éducation populaire, etc. Et je voulais réinsister aussi sur la dimension culturelle dont on a un petit peu moins parlé, me semble-t-il, ce matin. Qui pour nous nous semblait essentiel au sein de la qualification en fait de cette transition juste et écologique, c'est cette idée que, comme on l'a dit, on a besoin d'un changement de paradigme vraiment énorme quelque part par rapport à la manière dont on se représente et dont on construit notre rapport au monde aujourd'hui. Et donc ça passe en particulier par préserver une diversité de savoirs, de cultures, de traditions, de la même façon qu'on veut préserver une diversité biologique, hein, une biodiversité. Donc c'est faire en sorte de pouvoir faire coexister des formes de connaissances et de représentation du monde. Et c'est aussi, dans un deuxième temps, remettre la notion de soin au cœur des valeurs essentielles de la société, le soin étant vraiment cette attention qu'on va porter à la relation avec soi-même, avec les autres et avec évidemment l'ensemble des écosystèmes vivants qui soutiennent finalement la possibilité d'une habitabilité humaine, hein, de la Terre. Donc, on a véritablement cet enjeu comme je disais tout à l'heure, de tenir ensemble ces différentes dimensions. Hein, c'est l'approche systémique, c'est véritablement comment est-ce qu'on peut intégrer et mettre en cohérence ces enjeux et les faire avancer de manière conjointe avec une exigence transformative assez forte qui est vraiment de se dire comment est-ce qu'on va aller adresser de manière structurelle les causes des inégalités, comment est-ce qu'on va transformer en profondeur les dynamiques qui sont en place. Et ça passe notamment par le refus de fausses solutions. On en parle beaucoup dans le champ de l'adaptation, par exemple au changement climatique, de cette maladaptation, des solutions un peu rapides qui vont répondre très immédiatement à une problématique en fait générant des effets induits, des effets de bord sur les autres dimensions du système quelque part. Et pour la philanthropie, finalement, ça va poser la question de, il me semble-t-il, comment est-ce qu'aujourd'hui on fait de la philanthropie transformative en temps de crise? En fait, historiquement, on avait plutôt en tête qu'on avait une philanthropie transformative d'un côté, qui travaille. On peut rester sur la slide précédente, parce que je ne suis pas encore là, merci. Donc, on avait plutôt une philanthropie, je dirais, transformative d'un côté, et une philanthropie qui était plutôt une philanthropie qui essayait de résoudre les symptômes. Là, on se rend compte que les impacts du changement climatique sont déjà là. Donc, on a des problématiques sociales auxquelles il faut faire face dans une perspective de justice sociale, tout en s'assurant que les mesures qu'on prend sont véritablement des mesures qui vont permettre une transformation dans le long terme. Une autre question que ça pose, c'est la question des échelles.
à quelle échelle finalement la Fondation se pose la question d'adopter un prisme de transition juste et écologique. Pour la Fondation Daniel Inna-Carasso, ça s'est posé d'abord évidemment au niveau de ses axes de travail, donc l'alimentation durable d'un côté, l'art citoyen. On peut se poser la question là de se dire comment est-ce qu'on adopte ce prisme systémique? Est-ce que c'est à l'échelle de l'axe? Est-ce que c'est à l'échelle de ses programmes? Est-ce que c'est à l'échelle des projets qu'on soutient? Voilà, donc ça, c'est des problématiques très opérationnelles qui se posent pour la Fondation. Mais ce qui est également ressorti, en particulier d'un focus group qu'on a mené avec Démocratie ouverte auprès d'acteurs de terrain, c'est qu'il y a une exigence que la Fondation elle-même se transforme. Et donc là, on va devoir passer à la slide suivante. C'est cette notion véritablement de transition juste en philanthropie. Et donc, ça pose des questions véritablement sur la manière de fonctionner de la Fondation. Donc, à la fois, qui la Fondation va-t-elle financer, quel type d'acteurs, et donc en particulier, comment est-ce qu'elle prend en compte de manière beaucoup plus intentionnelle les populations, les territoires directement concernés dont on parlait tout à l'heure, comment est-ce que possiblement elle va soutenir au-delà des entreprises sociales, des acteurs associatifs très institutionnalisés, comment est-ce qu'elle va pouvoir soutenir des dynamiques collectives, des mouvements, peut-être des structurations plus informelles. Et ça pose aussi la question de la solidarité en termes d'échelle, et notamment comment est-ce qu'on intègre la dimension internationale, puisque si on prend en compte le fait que les impacts écologiques sont différenciés, ça remet cette question-là au cœur du sujet. Ça va poser aussi la question de qu'est-ce qu'on va financer en termes de type d'approche. Si on veut avoir une approche véritablement systémique, comment est-ce qu'on fait pour sortir de financements qui soient thématiques, en silo, pour aller vers des approches beaucoup plus multidimensionnelles? Comment est-ce qu'on va financer des dynamiques de coalition, peut-être aussi des structures de refinancement qui vont être plus proches des besoins du terrain, qui vont être en capacité aussi d'être plus agiles, plus flexibles, moins bureaucratiques que ne peut l'être une fondation. Donc ça pose vraiment des questions très opérationnelles de finalement comment est-ce que la fondation opère, à la fois dans ses pratiques philanthropiques. Et donc là, il y a vraiment des enjeux de faire évoluer les rapports de pouvoir financeur-financé, puisque là aussi, il y a des inégalités fortes finalement. Et donc, c'est comment la Fondation se regarde comme partie prenante du système qu'elle veut changer et devient elle-même exemplaire et se met en cohérence finalement avec les valeurs qu'elle affiche vers l'extérieur en termes de transition. Mais ça pose aussi la question véritablement de son fonctionnement opérationnel en interne. Pour la Fondation Daniel Inna-Carasso, c'est des choses qui avaient déjà été largement initiées à travers la réflexion sur la gestion financière, à travers un bilan carbone. Voilà. Mais on a aussi mis en place un groupe de travail qui s'appelle Diversité, Inclusion, Démocratie, qui vise à regarder aussi la dimension peut-être plutôt de discrimination, de comment est-ce qu'on met en place les conditions d'une culture d'organisation qui soit profondément inclusive. Voilà. Et sur les pratiques philanthropiques, peut-être juste revenir là-dessus, comment est-ce qu'on transforme les relations partenariales? Ça nous semble vraiment un point essentiel entre financeurs et financés. Et là, il y a beaucoup de pratiques ou qui émergent en fait, qu'on va appeler philanthropie basée sur la confiance, des approches beaucoup plus participatives qui vont donner le pouvoir de décision sur l'allocation des fonds à des acteurs qui sont, comme je le disais, plus proches du terrain. La question de la philanthropie ouverte, qui est une notion qui vise à réfléchir à la manière dont la philanthropie, finalement, est redevable aussi en termes de transparence vis-à-vis du secteur, puisqu'elle-même, elle a des exigences de transparence très fortes de la part de ses partenaires. Voilà. Et aussi, comment est-ce que, bien entendu, à l'échelle des fondations, on travaille de manière collective et en coopération. Merci pour votre écoute. Merci Carole, c'est très dense, c'est très riche. Comme d'habitude, la Fondation Daniel Inna-Carasso est aux avant-postes pour développer ces aspects-là. On a entendu l'aspect très multidimensionnel et aussi, il me semble nécessaire de retenir le fait que la Fondation se met en partie prenante au cœur du système et du coup n'hésite pas à re-questionner ses propres bases de fonctionnement. C'est absolument fabuleux. Alors nous entrons dans la séquence questions-réponses. Je vais aller regarder, ainsi que Béatrice, sur la partie chat et discussion. Alors, on rappelle ici que, bien entendu, ce Réveil Climat est enregistré, que vous aurez accès au lien si vous voulez le revoir. Il y a des ressources, il y a des liens, il y a des accès qui sont partagés dans le chat. Et maintenant, puisque c'est ça aussi, les Réveils Climat, c'est de l'interaction, c'est de la proximité avec vous. Nous allons regarder les questions auxquelles nous pouvons répondre. Alors, est-ce qu'il y a un premier champ de questions qui arrive? Apparemment, non. Je pense en tout cas, par rapport à ce Réveil Climat ce matin, c'est qu'on est d'une extrême grande actualité.
et que parmi les personnes qui sont connectées, mais aussi dans l'écosystème des fondations et des fonds de dotation, beaucoup de nos membres du CFF ou autres acteurs de la philanthropie, effectivement, sont aujourd'hui interpellés sur cette question de la transition juste, quelles que soient les causes qui sont soutenues. C'est un concept qui devient central, qu'il faut mieux comprendre. Les partenariats qu'on a au sein de la CFFC dans les groupes de travail, mais aussi et surtout les témoignages qu'on a avec les fondations qui sont sur ces sujets-là, c'est absolument essentiel pour que chacun puisse se familiariser avec cette question. Il sera peut-être même possible qu'on se redonne rendez-vous dans quelques temps pour voir comment ce concept de transition juste aura évolué et comment les acteurs de la philanthropie s'en seront davantage emparés, puisqu'on voit bien qu'il y a les interconnexions sur ce grandissement de l'inégalité avec cette dimension sociale liée à l'urgence écologique. Mais on voit qu'il y a effectivement des interactions dans les deux sens, qu'on soit au départ sur les sujets plutôt environnementaux qui sont en interface évidente avec la dimension sociale, ou qu'on soit au départ sur les sujets dits sociaux, ce qui est en général le cœur au démarrage des acteurs de la philanthropie, et qui doivent aussi intégrer toutes ces notions d'interface avec l'environnement et l'écologie en général, et qui soulèvent aussi des questions plus larges de démocratie, comme Carole ou Florian le rappelait au début. En tout cas, nous allons partager avec vous tous ces travaux qui sont précieux, et on voit que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces réflexions, il y a les think tanks, il y a les fonds de dotation, il y a les fondations, il y a les acteurs terrain, et c'est absolument important qu'on veille à partager avec vous et à mettre en avant avec vous tous ces travaux qui sont des vrais travaux de coopération. La coopération, c'est un grand sujet. Ça a été d'ailleurs redit par l'intervention de Carole. Alors, je regarde, puisque je parle beaucoup, mais je regarde au niveau du chat si des questions ont été formalisées. Jean-Marie qui rappelle effectivement que l'étude est de grande qualité. Merci Jean-Marie. On ne peut que vous inviter en tout cas à vous intéresser aux travaux de la CFFC, où seront repris certaines bonnes pratiques. Il y a sur le site web des partages qui sont faits au niveau des fondations. Et nous avons aussi, en termes d'actualité, un agenda bien dense. Béatrice, tu vas pouvoir nous donner dans quelques instants les grands rendez-vous du CFF et spécifiquement aussi du programme de la CFFC, parce qu'effectivement, tous ces sujets sont importants. Et ce 21e Réveil Climat montre encore avec la participation, effectivement, que ces sujets sont attendus. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que lorsque nous travaillons avec Béatrice, avec l'équipe, et que nous réfléchissons à des thématiques de réveil climat, eh bien, nous aussi, on fait de l'approche ouverte en vous proposant, en vous incitant peut-être à partager avec nous des suggestions de thèmes. Pour l'instant, les thèmes qu'on partage avec vous sont des thèmes qu'on valide en collectif, avec le comité de pilotage notamment. Et c'est important qu'on réponde aussi à vos attentes. Ces réveils climat sont des espaces faits pour vous, sur des thèmes qui sont censés vous intéresser. Donc, s'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez avoir des témoignages de fondations, des interventions d'experts, n'hésitez pas à revenir vers nous, notamment Béatrice, je dirais qui est le nœud gordien pour rassembler tout cela. On peut rappeler aussi au passage qu'on a fait au mois de mai un bilan sur les 2 premières années de la CFFC, un bilan tout à fait éclairant sur les profils des acteurs de la CFFC, sur les premières grandes actions qui sont développées, sur les axes aussi qui sont plus peut-être privilégiés. On a vu aussi que par exemple, la partie comment le choix dans les projets soutenus, dans les associations accompagnées. Aujourd'hui, il y a de la vigilance sur la prise en compte de la transition écologique avec tous ces grands enjeux d'environnement que sont le climat et bien entendu, on ne le redit pas à chaque fois, mais c'est induit, les enjeux d'effondrement de la biodiversité. Alors Béatrice, je me tourne vers toi. Est-ce que peut-être on bascule tout de suite après cette conclusion que j'ai un peu faite, sur les grands rendez-vous de la CFFC dans les jours et les semaines qui viennent? Je voulais juste redonner la parole aux intervenants s'ils souhaitent faire une petite phrase de conclusion ou éventuellement se poser des questions entre eux. On a encore du coup 5 minutes. Alors, Florian, c'est parti.
Oui, merci. Je voulais juste effectivement insister sur deux points qui ont été évoqués et que j'ai pas eu le temps moi-même d'évoquer dans le temps imparti. Premièrement, celui sur la coopération. Effectivement, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais il y a un vrai enjeu à mettre en coopération les acteurs, et notamment acteurs publics, acteurs de l'ESS, acteurs économiques hors ESS sur les territoires autour de ces enjeux de transition. Et je pense qu'il y a un vrai besoin, en tout cas c'est ce qu'on est en train de creuser dans une étude sur l'accompagnement et le financement de ces dynamiques de coopération. Il y a un vrai besoin de financement de l'animation territoriale, parce qu'autant les activités de ces coopérations et les projets qui en sortent peuvent être en partie autofinancés, ça dépend à quel stade, mais il y a souvent un modèle économique assez robuste derrière. Autant l'animation de la coopération, c'est une fonction qui est difficilement, par définition, finançable. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à aller sur ces sujets-là, parce que sans animateur, la coopération, elle se fait très, très mal ou pas du tout, et c'est là qu'on a des projets qui périclitent. Et le deuxième sujet, c'est celui de l'éducation populaire qu'a évoqué Christophe, que je remercie d'ailleurs pour sa participation aussi dans notre démarche là-dessus. Je pense qu'on l'a montré, la transition écologique juste, elle suppose notamment une appropriation en fait du sujet par tout le monde, si on veut qu'elle soit démocratique. Et du coup, ça passe pas simplement par de la sensibilisation, ça passe pas seulement par des messages descendants dont on est très fort en France pour les développer, mais ça passe vraiment par une activité, par le faire, par l'appropriation active par les citoyens sur les territoires. Et il y a un vrai enjeu d'éducation populaire là-dessus. Et donc, on a lancé aussi une démarche pour explorer, c'est un peu la suite de notre étude sur la transition juste. Merci de cette précision, effectivement, tout à fait éclairante. À ce sujet, je citerai bien le Rameau aussi, qui fait un gros travail sur cette animation qui est absolument nécessaire, qu'il faut organiser. Ça crée même des nouveaux métiers, des nouveaux acteurs dans les territoires. C'est tout à fait passionnant à suivre. Alors, Carole, peut-être une intervention en conclusion? Oui, je voulais rebondir sur ce que Florian venait de dire concernant effectivement l'animation des démarches de coopération. Ce qu'on a pu aussi repéré pendant la phase d'écoute qu'on a faite auprès des acteurs de terrain, c'est le besoin de soutenir l'émergence de ce que je vais appeler des infrastructures écosystémiques. C'est-à-dire que dans un champ donné, il peut y avoir un certain nombre de fonctions à mutualiser entre les différents acteurs pour avoir une action justement à l'échelle d'un écosystème donné, thématique donnée par exemple. Et donc, je pense à des fonctions de communication, de plaidoyer, etc., qui demandent des compétences vraiment très spécifiques et pour lesquelles il y a besoin de pouvoir faire émerger cette compétence et trouver des modalités que plusieurs acteurs puissent s'en saisir. Voilà, donc il y a des acteurs qui travaillent là-dessus, par exemple la Fondation européenne pour le climat, qui travaille beaucoup en particulier sur ces types d'infrastructures-là que je mentionnais, mais il y a certainement d'autres formes de soutien aux écosystèmes coopératifs. Dès qu'on veut travailler en mode coalition, il faut à la fois financer l'animation de cette coalition directement, de ces coopérations, mais aussi des fonctions spécifiques ou des compétences spécifiques nouvelles liées à ce travail en collectif. Merci. C'est très bien, effectivement, de le repréciser. Alors, Laetitia et Clara ne sont pas là, mais elles le rediraient aussi à leur niveau. Et effectivement, la Fondation de France elle-même est aussi attentive à ces aspects-là, absolument. Ça reboucle aussi avec l'aspect mezzo dont parlait Florian tout à l'heure, effectivement, qui n'est pas assez mis en exergue et qui était absolument nécessaire. Christophe ou Clémence, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je dirais peut-être Oui, Christophe. Oui, un dernier mot pour abonder tout à fait dans le sens de Carole de Jalor par rapport à la dimension culturelle de la transition. Je voudrais porter à votre connaissance notamment les travaux du Pacte civique qu'on a financé les 2 précédentes années au travers d'enquêtes menées sur le rapport des Français à la sobriété et qui a révélé que le sentiment de trop consommer était partagé par quasiment toutes les classes de la société, y compris les moins favorisées, mais avec un frein pour aller vers plus de sobriété qui porte sur les questions de représentation sociale de ce qu'est la consommation. Et je trouve que c'est un sujet très important dont on devrait tous collectivement se saisir, et les acteurs de la philanthropie en particulier, pour voir comment agir sur ces systèmes de représentation sociale qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, consommer reste un marqueur d'identité sociale. Et donc derrière tout ça, il y a des questions de construction des offres, du marketing, de la publicité, de rapport à l'image de quelqu'un qui ne pourrait être heureux que s'il consommait.
Merci Christophe. Clémence, un petit mot? Merci. Ou sinon, c'est… Je voulais simplement vous remercier toutes et tous. C'est très, très enrichissant d'avoir enfin, même en tant qu'intervenante, hein, très enrichissant et ça donne beaucoup d'idées. Donc, voilà. Merci Clémence, et je ne peux que… Merci surtout à vous tous. Ça a été vraiment riche. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain Réveil Climat le 6 juillet, qui portera sur les différents réseaux internationaux autour du climat. Et donc, les coalitions d'autres pays et les structures fédératrices. Je vous ai mis le lien vers Philea qui termine en ce moment son forum annuel avec de l'ordre de 800 personnes. Et cette année, c'était en Croatie. Et ensuite, vous aurez surtout du 19 au 21 juin l'atelier des fondations. Donc, c'est le rendez-vous phare du CFF où, bien sûr, on traite aussi des sujets climat à Annecy. Malheureusement, pour ceux qui ne se seraient pas inscrits, on est à guichet fermé et il y a encore beaucoup de personnes sur la liste d'attente. Mais du coup, l'année prochaine, on cherche un lieu plus grand, même si ce n'est plus au bord du lac d'Annecy. Et ensuite, le réveil climat qui suit sera le 14 septembre. Vous pouvez aussi participer à des formations qui ont été lancées cette année, enfin depuis mi-2022 par le CFF. Donc hier, on avait une session sur climat pour apprendre à faire son plan d'action climat en utilisant la démarche du manifeste de la CFFC. Mais on en fera d'autres dès qu'on aura vos demandes. Il y aura grant making le 14 juin et juridique le 11 octobre. Voilà pour l'instant les dates qui sont arrêtées, mais si vous allez sur le site CFF, vous verrez toutes les autres choses. Et bien sûr, chaque semaine, il y a un cercle. Donc ce soir, par exemple, sur l'éducation et les actions internationales demain. Enfin, ouais, beaucoup d'activités auxquelles vous pouvez participer et contribuer. Mais je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous terminons pile à l'heure. Donc, et merci aux intervenants qui ont été vraiment brillants et qui ont tenu leur timing, ce qui était un vrai challenge. Je vous souhaite une très bonne journée. Je me joins à Merci à Béatrice. tous. Merci à tous. Merci à nos intervenants, 6 intervenants. Merci aux participants et aux petits mots gentils que vous nous mettez dans le chat, voilà, qui nous motivent à continuer avec ces réveils climat qui sont devenus un grand rendez-vous de la CFFC. À bientôt.